Et pour m'accompagner tout au long de ce panel, j'appelle à mes côtés, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, c'est Mohamed Amin Sabibi, directeur général par intérim du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. Monsieur Mohamed Bachiri, président du groupe Maroc Industrie. Monsieur Abed Chagar, président de la Fédération de la chimie et parachimie. C'est Saïd Benhajou, vice-président général du groupement des industriels marocains aéronautiques et spatial. Venez, rejoignez-nous sur scène. Et on vous applaudit très fort, ainsi que Madame Leila Lamia Tezi, vice-présidente de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, et c'est Atmen Yalawi, vice-président écosystème and business development à Innovix. On les applaudit, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Madame, messieurs, prenez place. Nous allons évoquer donc ensemble cette question des écosystèmes. Des écosystèmes industriels. Cette approche donc pour une intégration en profondeur et une montée en gamme. On va être très cash, très direct. D'ailleurs, les panélistes l'ont très bien compris et je les en remercie par avance. On va vous accompagner jusqu'à l'heure du déjeuner et on va faire un premier tour de table avec cette question qui se pose et qui est posée dans le cadre du panel. Vraiment, j'appelle une réponse distincte de votre part. Je vais commencer avec vous, c'est Mohamed Amin Sabibi. Quelle approche pour une intégration en profondeur et une montée en gamme de ces écosystèmes industriels, sachant qu'au CRI de Marrakech-Safi, on milite pour le renforcement du secteur industriel, développement de nouveaux secteurs, et on a cette préoccupation d'élaboration de nouveaux écosystèmes. Merci. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir impliqués dans cette deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je suis très ravi, très heureux que cette édition se tienne au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique, dans ce bel écosystème de la ville verte de Ben Guerir, devenu vraiment un hub emblématique de la recherche, de développement et de l'excellence académique. Avant de répondre à cette question, et quelle intégration, quelle montée en gamme pour la région de Marrakech-Safi aujourd'hui et comment cela est inscrit dans la politique de développement industriel de la région, qui est en ligne bien évidemment et en parfaite convergence avec la stratégie de développement industriel national, j'aimerais tout d'abord écarter un débat, préciser un point très très important. Est-ce que la région de Marrakech a vocation à être industrielle, à se développer dans l'industrie manufacturière? Et la réponse est oui. Malheureusement, pourquoi on doit préciser ce point? Parce que Marrakech a été victime de son succès et de sa notoriété touristique. Et donc aujourd'hui, plusieurs personnes l'associent à une destination touristique qui n'a pas un potentiel industriel. Mais on oublie que Marrakech a une histoire industrielle, un ADN industriel, porté par des champions comme l'OCP, drivé par de la disponibilité de ressources, ressources minières, naturelles, agro-industrielles, enfin agricoles, comme il a été précisé, mais également humaines et immatérielles. Et donc aujourd'hui, Marrakech a une vocation industrielle et nous poussons pour le développement de l'industrie, étant donné que l'industrie est une réponse à de la résilience. De quelle manière? Comment développer cette industrie, justement? Allons-y. Très bien. Tout d'abord, profiter de la faisabilité de certaines ressources et aller sur de la ressource qui est disponible aujourd'hui et aller vers plus de valeur ajoutée. Il y a un sujet de valorisation de ressources qui est très très clair. Est-ce qu'on va valoriser cette ressource sur place? Oui, on a tout intérêt. Et l'OCP le fait. Aujourd'hui, sur le programme d'investissement de l'OCP, le programme massif à horizon 2027, 80% de ce montant d'investissement concerne la région de Marrakech-Safi, avec de la disponibilité de la ressource de phosphate et un investissement dans les capacités, dans l'outil principal de l'OCP, mais également sur des activités alternatives portées aujourd'hui par des fonds d'amorçage et de capital investissement tels qu'Innovex pour bien exploiter cette ressource qu'est le phosphate sur des activités stratégiques au Maroc et sur lesquelles se positionne le Maroc, telles que les batteries électriques. Et c'est justement le point d'entrée de la région dans l'industrie automobile aujourd'hui.
parce qu'on ne peut pas suivre le train du développement industriel et de l'évolution dans la complexité industrielle qu'a connue le Maroc sans être présent dans le développement de l'industrie automobile. Même logique pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, il faut dire que sur la disponibilité des plantes aromatiques et médicinales nécessaires pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique, pour laquelle nous avons des émergences très intéressantes à la région de Marrakech-Safi, aujourd'hui, il faut aller bien au-delà et il faut justement bien profiter de cette ressource et la valoriser davantage. Aller bien au-delà, donc le développement effectivement de l'activité industrielle. Je me tourne vers vous, Mohamed Bachiri, vous êtes président du groupe Maroc Industrie. Développer l'industrie, certes, des écosystèmes, certes, mais l'ambition affichée, c'est d'atteindre une souveraineté industrielle. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque pour y arriver? Merci pour l'invitation. Et, moi, je vais intervenir sur 5 points pendant les allers-retours, mais je vais m'axer dans un premier temps sur 2 points importants qui me paraissent importants. Le premier point, c'est que si on prend le secteur de l'aéronautique et de l'automobile, il y a 25 ans, on jouait dans les ligues nationales. Aujourd'hui, on est qualifié à la Champions League européenne. Quand on est qualifié à la Champions League européenne, ça change tout. Les exigences changent, les règles de jeu changent, les enjeux changent et la compétitivité change. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point critique où le Maroc doit se doter d'une structure, d'un think tank public-privé pour faire de la veille stratégique industrielle au niveau mondial. Voir tout ce qui est en train de se passer sur les 3 blocs en Asie, en Europe et aux États-Unis, et quels sont ses impacts sur notre investissement, sur notre économie, sur nos secteurs prioritaires sur lesquels on est pratiquement leader sur les marchés africains. Et ce think tank aura pour rôle de réfléchir sur tout ce qui est projet de texte de loi, sur tout ce qui va impacter positivement ou négativement nos acquis industriels aujourd'hui, et de réfléchir aussi à des solutions qui permettront de consolider nos acquis dans une démarche de fair play, parce que le fair play, c'est le principe de la compétition de la Champions League. Le deuxième point? Le deuxième point, c'est aujourd'hui, l'industrie marocaine s'intéresse beaucoup plus à la production de produits industriels. Mais on parle peu et on s'intéresse moins à l'outillage, au process industriel qu'on utilise pour produire ces produits industriels. Aujourd'hui, le Maroc doit se doter d'un écosystème rapidement en lien avec la tech, les moyens industriels et surtout la robotique. Si je prends la robotique, il y a à peu près 5000 robots qui existent aujourd'hui dans nos usines. Il y a une croissance prévisionnelle à l'horizon 2030 de 10%. Si je prends l'industrie 4.0, par exemple, il y a un marché de 1,5 milliard de dollars aujourd'hui au Maroc, une croissance de 12% par an jusqu'à 2030. On a des jeunes étudiants des écoles d'ingénieurs, on l'entend des fois à la télévision, qui sont primés dans des concours à l'international sur des démarches de robotique. Et il y a plein de sujets comme ça. Donc il faut absolument, par rapport à l'innovation, que le Maroc se dote d'un vrai écosystème de tech et pour produire ses propres robots qu'on va utiliser dans nos usines pour produire nos biens industriels. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi une façon d'assurer notre souveraineté industrielle. Notre souveraineté industrielle viendra aussi par le fait qu'on soit autonome et de plus en plus indépendant sur la manière avec laquelle on va produire ces outils. Sur le secteur de l'automobile, par exemple, pratiquement tout l'outillage vient de l'étranger. Je vous donne un exemple. On a l'injection plastique, les moules qu'on utilise dans l'injection plastique chez les équipementiers viennent de l'étranger, sont fabriqués en Europe de l'Est, en Asie, en Turquie, etc. Il n'y a personne qui les fait au Maroc. Quand un moule tombe en panne, c'est toute la filière qui tombe en panne. C'est l'usine de Renault-Tanger de Somaca qui s'arrête plusieurs jours parce que le moule doit partir à l'étranger pour être réparé. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on se dote que le gouvernement et les acteurs privés réfléchissent à mettre en place rapidement cet écosystème qui va assurer la pérennité et la performance. Ça va créer des centaines d'emplois, ça va permettre aussi à des PME marocaines de se développer, ça va créer de nouveaux métiers qui n'existent pas au Maroc, ça va développer aussi l'innovation par rapport à ces sujets entre le secteur privé, les universités et les centres de recherche et développement, et ça va faire monter en gamme notre industrie dans le futur.
Deux points importants. Donc la veille, effectivement, et l'outil de production, on l'a bien compris. On va explorer les spécificités liées à trois secteurs d'activité. On va commencer avec la chimie et parachimie. Vous êtes le président de cette fédération, c'est Abed Chagar. Comment ça se passe chez vous et de quelle manière, justement, est-ce que vous tentez de relever ce défi à la fois de la montée en gamme et de l'intégration approfondie? Merci pour la question. Avant de répondre à cette question... Vous savez, un journaliste, quand vous lui dites avant de répondre, il a de l'urticaire. Donc la première fois, je n'ai pas réagi. Là, la deuxième fois, c'est la troisième, je vais m'en aller. Non, blague à part. Allez-y, on rentre dans le vif du sujet. Dites ce que vous avez à dire, très bien. mais de manière à être efficace pour l'auditoire, s'il vous plaît. Merci. Très bien, très bien. Merci pour le recadrage. Non, non, je ne me permettrai pas. Non, c'est juste une petite remarque. Je vais quand même faire mon préambule, si vous permettez. Rapidement. Donc la chimie au Maroc, c'est un secteur très important. Tout le monde le sait, mais je rappelle quand même cette réalité qui est importante. On parle d'automobile, qui est un secteur dont on est fier en termes d'export. Mais la chimie, c'est le premier secteur industriel au Maroc. Ça, c'est très important. C'est presque 200 milliards de dirhams d'activité. Et c'est le deuxième secteur exportateur. Ça, en dehors de l'OCP, qui est un leader mondial des phosphates et des engrais, qui nous fait honneur de faire partie de la Fédération de la chimie et parachimie, nous parlons de quelque chose comme 80 milliards de dirhams et 80 000 personnes. On a cette particularité, là je réponds à votre question, je me connecte à vous, pour dire que la chimie a l'avantage de s'arrimer très facilement aux autres secteurs industriels. Il n'y a pas de développement industriel. On ne peut pas raisonner parler de souveraineté industrielle, développement industriel, sans parler de développement de la chimie. Dans tout secteur industriel, la chimie est présente sous trois formes, soit sous forme d'intrants, soit sous forme de commodités, soit sous forme d'outils ou composites pour les process. Maintenant, pour la développer, c'est très important. J'ai écouté depuis ce matin pas mal de propositions intéressantes, mais je dirais pour nous, en tout cas dans la chimie, nous en avons 3 ou 4. Je ne dirais pas doléance pour ne pas donner une connotation négative, mais je dirais demande insistante que nous répétons depuis longtemps. D'abord, le capital humain, nous y travaillons. Donc pour chaque doléance que je vais citer, je vais parler de la part que doit remplir la Fédération chimie et parachimie en tant que partie prenante, mais aussi la part parfois des pouvoirs publics à pouvoir répondre favorablement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Le premier capital humain, je pense qu'il est utile d'encourager ce que j'ai entendu, les formations alternées. Ça permet d'abord de créer cette synergie entre université, école d'ingénieurs et industrie, et qui permet aux jeunes diplômés d'être opérationnels tout de suite, et non pas être des débutants. Je peux vous dire, dans le recrutement, il y a quand même un problème pour les jeunes diplômés, c'est qu'on a toujours préférence à embaucher les gens qui ont 2 années, 3 années, pour ne pas investir dans la formation, justement. En privilégiant, en encourageant de manière directe, par plusieurs moyens, cette formation alternée, nous permettant à l'entreprise d'avoir des personnes opérationnelles tout de suite, et pour les jeunes diplômés, des débauchés immédiates. Ça, c'est que j'en parle. Dans la chimie, nous, j'ai l'impression que vous voulez poser une question. Non, je vous en prie, je vous suis avec beaucoup d'intention. Très bien. Donc, je vous disais, donc, nous, dans la chimie, par exemple, nous avons déjà entamé le processus en ayant des conventions avec pas mal d'universités, y compris l'UM6P, par exemple, nous y sommes. Mais aussi, nous avons un exemple très intéressant que j'aimerais quand même citer, c'est avec l'école de chimie de Kenitra. C'est une nouvelle école qui a connu la sortie de première promotion en 2024, qu'on a accompagnée depuis le début. Donc, on a été impliqué en synergie complète avec l'administration, la direction, dans le choix des modules, dans le choix des spécialités. On a été parrain de la première promotion. C'était une promotion de 60 ingénieurs brillants qui ont fait leur stage et leur PFE dans nos entreprises de la chimie. Projet de fin d'études, oui. Exactement. Et on a garanti 100% de recrutement pour ces jeunes ingénieurs parce qu'ils étaient déjà pratiquement opérationnels lors de leur sortie. C'est des modèles à reproduire qu'il faut encourager largement. Deuxième élément... Si vous permettez, avec votre permission, il y a encore 3 éléments que vous ne voulez pas qualifier de doléances. On revient dessus. Ça vous va? Avec plaisir. De manière à ce qu'on digère ce que vous avez dit déjà sur les ressources humaines, c'est un exemple et un cas pratique très, très intéressant et ça va nous permettre de passer dans un autre secteur et voir aussi comment ça se passe. Je vais donner la parole à Madame Lamia Tsazi, vous êtes vice-présidente de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. On a eu déjà un premier avant-goût avec l'intervention tout à l'heure de Madame Mia Filali. Vous, du point de vue de l'organisation professionnelle, comment est-ce que vous vous positionnez justement avec ces deux enjeux-là? On vient d'avoir l'exemple à l'instant de la chimie et parachimie pour ce qui vous concerne sur le domaine pharmaceutique. Bonjour, ravi d'être parmi vous. C'est des grands sujets qui doivent prendre beaucoup de temps, qu'on va essayer de résumer et essayer de donner juste des informations concernant le médicament. Je suis obligée de commencer par quand même
le médicament, qui est d'abord un bien social. Donc, à part tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et je suis très heureuse que les autorités, au fait, partagent les challenges et les défis qu'on a, parce qu'au fait, les soucis, ben, ils les ont dit avant nous ce matin, hein, ils les connaissent par cœur, donc finalement, il faut juste qu'on travaille. Mais nous avons deux challenges. Nous avons d'abord la souveraineté sanitaire, et la souveraineté du médicament fait partie des souverainetés sanitaires. On l'a vécu pendant le Covid. Voilà, donc le Covid a clairement montré que les ruptures de chaîne faisaient qu'il y avait des ruptures mondiales, qu'il y avait un protectionnisme clair de par tous les pays du monde. Donc cette souveraineté sanitaire nous oblige à aller dans l'innovation, dans de la fabrication locale. Et puis, il y a quand même une couverture sociale universelle dont on est obligé de parler et qui doit bien sûr être donc, le focus de tous les métiers de santé aujourd'hui. Donc, cette couverture, donc aujourd'hui, nous rajoutons à tout ce qu'on a été dit aujourd'hui deux composantes importantes et qui font que nous avons une équation à plusieurs X et qu'il faudra résoudre. Parce que la CSU demande des produits évidemment de qualité, ça je n'en parle pas, et des compétitifs sur le prix pour pouvoir assurer cette couverture sociale. Couverture sociale universelle. Voilà. Et donc la souveraineté sanitaire fait que nous devons fabriquer ces produits-là, et il ne faut pas se leurrer, nous avons une concurrence asiatique qui, pas que dans le médicament, dans plusieurs domaines, fait que notre compétitivité est quand même touchée par rapport à ces prix asiatiques. Donc ça, c'est en préambule. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur les sujets ? Il y a la montée en gamme. Donc la montée en gamme, d'abord, nous, c'est la qualité du médicament. Je crois que c'est quelque chose dont on ne revient pas. Et il faut savoir que le médicament marocain suit toutes les normes internationales. Les normes internationales sont resserrées jour après jour, année après année. Ces normes nous obligent à des investissements continuels dans du matériel de production, dans des matériels de qualité. Donc cette montée en gamme, pour nous d'abord, elle est nécessaire et obligatoire dans notre domaine. Après, la montée en gamme, aujourd'hui, c'est aussi la technologie et les nouveaux produits. L'innovation, ce qui m'amène à parler de l'innovation. L'innovation est un grand mot. La recherche fondamentale, en tout cas je parle pour la Fédération de l'industrie pharmaceutique, on en a fait notre deuil. C'est quelque chose qui coûte très très cher et que je crois que le Maroc n'a pas la capacité de faire. Maintenant, dans l'innovation, il n'y a pas que la recherche fondamentale, il y a également la recherche appliquée, il y a le développement galénique, il y a les études cliniques, donc on ne va pas rentrer, c'est très technique. En tout cas, c'est une innovation qui peut apporter non seulement du chiffre au Maroc, donc faire des études cliniques marocaines pourra permettre à des princeps, à des nouveaux produits de venir au Maroc, de les essayer sur des Marocains et donc de pouvoir intégrer un chiffre d'affaires supplémentaire au Maroc. Et puis il y a le développement galénique qui est fait aujourd'hui de manière très sporadique par certains laboratoires et qui peut faire l'objet d'un partenariat public-privé pour éviter d'aller chercher des formules en Inde ou des dossiers en Inde. Donc, un dernier mot sur l'intégration, parce que ça fait partie des sujets dont vous avez parlé. L'intégration également peut se voir de plusieurs niveaux. Il y a l'intégration évidente qui est en amont, avec la fabrication des matières. Et là, je rejoins mon ami, parce qu'aujourd'hui, 90% est chimique. Notre rêve aujourd'hui en tant que fédération, c'est d'avoir un projet de fabrication d'un principe actif au Maroc. On ne peut pas tout fabriquer. Je viens de voir il y a quelque temps un projet français, parce que vous savez qu'après le Covid, l'Europe veut relocaliser, sachant qu'eux aussi ont perdu une grande majorité de leur fabrication de matières et de produits finis, donc en faveur de l'Asie. Ils reparlent de relocaliser certaines matières. Ben, je peux vous dire que mettre en place l'écosystème en France est très compliqué aujourd'hui. Mais nous, je me dis qu'il y a quand même un espoir avec notre proximité de l'Europe, avec notre expertise. Donc nous avons aujourd'hui une expertise pour faire de la chimie et de la pharmacie, pouvoir drainer un grand projet de fabrication d'une matière, parce que le souci, c'est la consommation. C'est de pouvoir, parce que la chimie est tout de suite des grands investissements et tout de suite des grands volumes, donc il faut pouvoir drainer ça. Donc aujourd'hui, j'appelle, c'était un appel à nos autorités de pouvoir voir un gros projet, comme ça a été fait avec l'aéronautique et l'automobile. On est un peu jaloux, hein, je le dis tout le temps. Donc, pour ce médicament, pourquoi ne pas avoir aussi un beau projet de relocalisation au Maroc? Lamia Tazé, vous me tendez la perche. Et cette problématique de relocalisation, elle se pose de manière aiguë
au Maroc, mais aussi à l'étranger. Vous avez suivi également, j'imagine, toute la polémique autour d'un médicament qu'on connaît aussi très bien ici au Maroc, qui est le Doliprane, et qui soulève de très très grosses polémiques en France à travers des fonds américains qui veulent s'emparer de sa production. Vous parliez effectivement de ce secteur que vous jalousez de manière très sympathique, qui est celui de l'aéronautique et du spatial. Saïd Ben Hedjoue, je me tourne vers vous, vous êtes vice-président général du GIMAS. De votre côté, effectivement, il y a non seulement une expérience qui est réussie, où on a une montée en gamme extraordinaire en l'espace de 20-25 ans, et puis c'est un secteur aussi qui est très intéressant parce qu'il soulève la problématique de l'innovation, parce que c'est un secteur de pointe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, la question est bonne et on nous jalouse, comme dit Lamia. Mais avant de démarrer, j'allais dire déjà au moins, dans le pharmaceutique, vous avez déjà des produits made in Morocco. Et ça, nous, c'est un de nos challenges. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a eu une histoire ces 10 dernières années qui a été extraordinaire, puisqu'on est parti d'un pays qui faisait pas du tout partie de la carte mondiale de l'aéronautique, et qui se retrouve aujourd'hui parmi les pays les plus en vue. Les plus en vue pour diverses choses, pour sa compétitivité, pour son savoir-faire, pour toutes les actions qu'a mené l'État pour accompagner ce secteur à travers les zones industrielles. Bon, on a dit déjà pas mal de choses là-dessus, je ne vais pas répéter les atouts du Maroc, tout le monde les connaît, enfin, ou du moins on l'a dit à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, en fait, le risque, c'est que nous arrivions face à un plafond de verre, puisque on parle de 42% de taux d'intégration, mais pour ceux qui connaissent l'industrie, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes à 42%. Et exploser ce plafond de verre ne va pas être une mince affaire. Et je pense que l'énergie que nous avons mise ces 10-15 dernières années pour arriver à ces 42% de taux d'intégration, je pense qu'il va falloir au moins la doubler, voire la tripler, pour arriver à vraiment ancrer définitivement ce secteur dans l'industrie marocaine et lui donner une maturité définitive. Et pour ça, depuis tout à l'heure, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit M. Ahmed Reda Chami. Il a fait un grand focus sur l'innovation. Et tout le monde en parle un peu à sa façon, mais tout le monde en parle un petit peu. On va devoir innover dans tout ce que nous avons déjà fait jusque-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend la formation, il y a 3 jours, on a fait l'Assemblée générale de l'Institut des métiers de l'aéronautique. Un outil extraordinaire qui forme des techniciens qui nous sont jalousés à travers le monde entier, puisqu'aujourd'hui, on se fait littéralement cannibaliser par le monde entier pour nos compétences. Et à l'issue de l'Assemblée générale, le directeur général nous dit, vous savez, nous avons développé un drone. Et en fait, c'est comme si on s'était pris, enfin moi personnellement, c'est comme si j'avais pris un camion de pleine face. Nous pensions que nous faisions très bien parce que nous les formions à un secteur de pointe hyper en vue, qui a de l'avenir. Mais en fait, nos jeunes étaient en train de nous dire, c'est pas ça qu'on veut. Aujourd'hui, nous, on veut encore plus de valeur ajoutée. Et donc, du coup, on a une responsabilité vis-à-vis de ça, mais vis-à-vis de nos jeunes dans leur formation, mais aussi vis-à-vis de notre industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pris ça comme exemple, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les investisseurs marocains. Oui, j'ai vu un chiffre que j'ai retenu tout à l'heure qui était, je crois, 71% des investissements dans l'industrie marocaine qui étaient d'origine marocaine. Je pense que ce n'est pas le chiffre du tout en aéronautique. Aujourd'hui, il va falloir sortir des sentiers battus. Il va falloir faire confiance au secteur et ceux qui ont des moyens d'investissement vont devoir prendre des risques. Et c'est là où je dis l'énergie va être importante. Bon, on va poursuivre. Vous nous direz tout à l'heure comment justement casser ce plafond de verre au niveau du taux d'intégration et vers quoi est-ce que vous allez orienter les enjeux d'innovation qui sont stratégiques et cruciaux dans le secteur qui est le vôtre. Et vous me tendiez justement la perche puisqu'on va parler de d'innovation tout de suite en compagnie de Atman Lialaoui. Vous êtes VP Ecosystems and Business Development à Innovix, qui est une filiale de l'UM6P. Et vous, votre créneau, c'est justement l'innovation à travers ce laboratoire. Vous mettez en place notamment des parcs industriels durables, pour ne citer que l'une de vos activités. Comment est-ce que vous
accompagner justement le secteur industriel dans cette démarche, dans cette quête de montée en gamme et de développement de l'innovation? Très bien. Alors, merci pour votre introduction. Donc, déjà pour parler un peu d'Innovix. Innovix, on est une filiale de l'Université Mohamed VI Polytechnique. On fait partie du groupe OCP. Juste pour vous cadrer un petit peu le sujet, parce qu'on n'est pas très connu, on existe depuis 2 ans, même si on est en fort développement, mais c'est important de... Depuis 2 ans, mais vous avez fait énormément de choses. Dans le secteur agricole, dans le secteur industriel. Absolument, absolument. Et donc on se définit comme un impact business builder. Concrètement, ça veut dire qu'on développe des projets pour beaucoup industriels, avec un fort focus sur tout ce qui a trait à l'innovation, à la technologie, et aussi à l'impact, aussi bien environnemental que social. Voilà, on est présent dans 5 secteurs stratégiques, donc l'énergie, la chimie, l'agriculture, l'innovation sociale et le digital. Alors, pour répondre à votre question, déjà les écosystèmes pour nous, c'est quelque chose même si on est en train de naître, en train de lancer des nouvelles industries, on se rend compte très vite qu'on a besoin de cet écosystème pour grandir. D'abord pour sécuriser notre supply, parce qu'on est sur des projets qui ont besoin de s'approvisionner dans des composants qui pour beaucoup sont encore dans des phases d'innovation. Quand on est dans les électrolyseurs, dans les énergies renouvelables, quand on est dans de la chimie en lien avec des composants vraiment très, très rares. Même dans le domaine de l'agriculture, on parlait de drones, c'est des choses qui sont difficilement sourçables. On a besoin de sécuriser ça. Donc déjà de le sécuriser et de le faire à meilleur coût aussi. D'où le besoin d'avoir un écosystème autour de nous qui nous permet de développer ces projets. Il y a aussi un enjeu pour nous en termes de capacité d'exécution. Parce qu'en fait, dans tous les projets qu'on fait, on s'appuie sur les partenaires. Des bureaux d'ingénierie, des général contractors, des sous-traitants. On est à une phase dans laquelle, en plus, le Maroc est engagé dans des chantiers colossaux, avec l'approche de la Coupe du Monde, avec le grand chantier de la ligne grande vitesse, etc. Tous ces acteurs-là sont aujourd'hui déjà, on va dire, limite saturés par ces grands projets qui arrivent. Donc ça veut dire qu'en plus, nous, on vient avec nos projets, plus ceux du groupe OCP, avec le plan d'investissement. Donc il y a un véritable enjeu d'avoir autour de nous un écosystème qui est capable de nous suivre en termes de prestations. On a aussi un enjeu en termes de capacité de R&D et d'innovation, parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. On a besoin de s'appuyer sur des labos, sur des centres de R&D, sur des universités. Donc ça veut dire qu'il faut que cet écosystème sorte autour de nous si on veut pouvoir réussir nos projets et surtout garantir leur pérennité. Parce qu'on est sur des sujets qui évoluent tout le temps. Panneaux photovoltaïques, on est sur une techno X, demain on travaille sur une techno Y. Si on n'a pas anticipé cette évolution avec notre écosystème, on ne peut pas y arriver. Je comprends bien, ces projets, vous les identifiez comment? Est-ce qu'ils répondent à un besoin que vous avez repéré dans un secteur donné? C'est une demande ou vous anticipez peut-être les évolutions à venir dans différents secteurs? Alors c'est les deux. C'est les deux. Il y a des projets qui nous sont confiés, notamment par le groupe OCP, pour les développer. Typiquement le grand programme de Green Ammonia, de production de 3 millions de tonnes d'ammoniac vert, avec toute la filière derrière d'hydrogène vert et en remontant la chaîne vers les panneaux photovoltaïques, vers l'éolien, vers aussi tout ce qui a trait aux batteries. On a besoin de batteries, donc on a besoin de développer les économies d'eau, on en a beaucoup parlé aussi. Énormément autour de l'eau également, même si l'eau est plus portée aujourd'hui par OCP Greenwater, mais nous travaillons au niveau d'Innovex plutôt sur les innovations, sur les nouvelles technologies qui nous permettraient demain d'être plus autonomes en termes de développement de projets, notamment de dessalement d'eau de mer, mais aussi de retraitement d'eau usée. Voilà, donc il y a des projets qui viennent des besoins du groupe OCP, et puis il y a des besoins aussi que nous générons nous-mêmes, pour venir compléter tout cet écosystème-là autour de ça. Voilà, donc ça, c'est un peu les enjeux qu'on a autour de ça. Il y a aussi des enjeux en termes d'impact, parce que je disais qu'on est un impact business builder. L'impact, c'est créer des emplois, créer des entreprises locales, améliorer le taux d'intégration locale. Donc ça, on est dans le sillage des objectifs qui sont fixés par le grand plan d'investissement du groupe OCP.
donc avec un taux d'intégration locale de 70%, la création de 25 000 emplois et l'accompagnement de plus de 600 entreprises. Donc ça fait partie aussi de nos objectifs. Voilà un petit peu les enjeux en termes de développement d'écosystème pour Innovex. Vous nous direz dans un instant comment est-ce que tout cela s'arrime au tissu industriel marocain, parce que forcément il y a de l'économie de valeur, il y a des synergies qui sont mises en place dans ce contexte-là. Je vous voyais acquiescer, Mohamed Amin Sabibi, je rappelle que vous êtes directeur général par intérim du Centre régional d'investissement de la région Marrakech-Safi. Vous soulignez effectivement que c'est une région qui a vocation à être industrielle, qui ne se limite pas au secteur touristique. Concrètement, puisque c'est aussi votre rôle au sein du CRI, comment est-ce que vous orientez les investisseurs qui seraient intéressés par le développement de business ici dans votre région, et quels sont les atouts que vous mettez en avant? On citait à l'instant la LGV, ça va être un atout considérable. On a la ligne grande vitesse, donc Tanger-Casa, Casa-Marrakech est sur les rails, si j'ose m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire les investisseurs? Alors aujourd'hui, l'enjeu est de promouvoir tout ce qui se fait et de montrer aux investisseurs que les bonnes conditions à leur implantation existent. On a écouté les investisseurs pendant les 4 dernières années. Nous avons bien écouté leurs doléances à travers une démarche scientifique bien structurée, à travers le comité régional de l'environnement des affaires, une instance de dialogue public-privé où on va échanger, recueillir des doléances, recueillir des freins, des challenges et les structurer des plans d'action pour justement pallier à ces problématiques et essayer de les dépasser. Aujourd'hui, il faut travailler les facteurs d'attractivité de la destination pour les industriels, mais également les facteurs de compétitivité pour ces industriels. Les facteurs d'attractivité, c'est ce qui est mis en place et en bonne collaboration entre gouvernement central et autorités et élus locaux. C'est la mise à disposition des espaces, on l'a vu, les zones industrielles nouvelle génération qui sont en train d'être mises en place avec de la décarbonation intégrée dès le premier jour, une offre de formation qui se renforce aujourd'hui avec des cités des métiers et des compétences et un enseignement supérieur vraiment performant, et des infrastructures de connectivité qui viennent améliorer la compétitivité logistique, parce qu'on ne peut pas être compétitif d'un point de vue industriel si elle n'a pas la compétitivité logistique qui suit. Et puis après, les facteurs de compétitivité, ce sont les dispositifs d'appui financiers et non financiers. Comme vous l'avez très bien vu, la charte de l'investissement nous montre un petit peu aujourd'hui comment on veut que le secteur privé soit demain, qu'il contribue au financement de l'État social, qu'il soit responsable, qu'il soit durable, qu'il soit inclusif. Et il faut des offres régionales complémentaires d'incitation qui sont en train d'être mises en place dans la région de Marrakech-Safi pour pouvoir justement libérer ce potentiel, libérer ces énergies et tirer le meilleur parti des potentialités que nous avons dans la région. Avec l'ambition d'atteindre donc cette souveraineté industrielle tant espérée. C'est Mohamed Bachiri, président du groupe Maroc Industrie. Vous soulignez tout à l'heure effectivement les challenges qui se présentent, ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Vous parliez de veille, vous parliez de réglementation. Quels sont les 3 autres aspects qui, selon vous, doivent être latents dans cette démarche? Le 3e aspect, c'est l'intégration en profondeur. Le ministre de l'Industrie, tout à l'heure, on en parlait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit passer d'une intégration aujourd'hui qui est globalement horizontale, c'est-à-dire on parle des rangs 1. Si je prends le secteur de l'automobile, les rangs 1, ce sont les fournisseurs qui nous livrent la pièce finale qu'on monte sur le véhicule, à une intégration dite verticale, où il faut s'intéresser à l'intégration locale de ces rangs 1. Est-ce qu'ils ont une feuille de route d'intégration locale? Combien ils achètent au Maroc pour produire la pièce dont on aura besoin? Et pourquoi je dis cela? Parce que c'est hyper important à ce que la pièce fournie, finale, reste compétitive. Et in fine, le véhicule qu'on exporte, on a parlé de 500 000 véhicules exportés, reste compétitive. Que la part du Maroc sur les marchés, les différents marchés internationaux, reste compétitive parce qu'il y a une compétition atroce sur ces sujets. Donc, il faut absolument s'intéresser, rentrer en profondeur, s'intéresser au rang 2, au rang 3. Je vous donne un exemple. Les câbleurs qui font du câblage au Maroc, on les visite souvent, on a même des équipes qui travaillent avec eux. Il y a un potentiel énorme pour renforcer leur compétitivité à travers leur propre intégration locale avec leurs propres fournisseurs. Je vous donne un exemple simple. Une voiture, il y a entre 2 à 5 km de câble. Il y a du cuivre là-dedans, il y a du plastique. Il y a une bonne partie de ces pièces qui viennent d'étrangers. Aujourd'hui, on leur a demandé d'écrire avec nous et on va travailler avec eux pour qu'ils puissent intégrer localement.
ça va créer de nouvelles opportunités d'emploi, ça va créer de nouvelles commodités, ça va faire renforcer la compétitivité de la filière. C'est le premier point en termes d'intégration en profondeur. Le deuxième point, c'est les matières premières industrielles dites critiques. Il y a une bagarre mondiale industrielle sur ces sujets pour que les différents pays, les différents acteurs mondiaux puissent maîtriser leur chaîne de production à travers la maîtrise des matières premières industrielles dites critiques. Ce qu'on appelle les réserves stratégiques, c'est ça? Voilà, les Chinois sont très forts là-dessus. Ils ont réussi à mettre la main sur plein de matières premières dans différentes régions du monde. On ne va pas rentrer en détail. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le Conseil économique et social au Maroc, il y a 2 ans, a produit un rapport sur ce sujet, avec une liste, un inventaire précis sur les matières premières industrielles dites critiques. C'est quoi la suite? La suite, c'est que nous, au niveau de la CGM, au niveau du groupe marocain Industrie, avec le président de la CGM, on a décidé de créer un groupe de travail avec différents experts et les présidents de fédérations industrielles. Et on a pris 2 matières premières critiques. On va les analyser, voir tout le potentiel pour les transformer au Maroc et créer des centaines d'emplois. Et ça va générer des milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Quelles sont-elles? C'est le cuivre et la silice. Cuivre et silice, okay. Ces matières existent dans différentes régions. On peut même, dans différents territoires, développer des sociétés pour transformer ces matières premières et alimenter d'autres filières, notamment les filières automobiles. Dernier point. Dernier point, c'est la notion de durabilité industrielle. La notion de durabilité industrielle, elle est fondamentale aujourd'hui dans l'écosystème industriel. C'est-à-dire que l'industrie aujourd'hui génère énormément de déchets. Ces déchets, aujourd'hui, il y a des initiatives privées pour les transformer, pour les mettre, des fois même on les exporte de l'étranger. Mais aujourd'hui, il y a nécessité à ce qu'il y ait un vrai écosystème de gestion des déchets industriels qui soit mis en place au Maroc. Pourquoi? Parce que ça va aussi créer des emplois dans différentes régions du Maroc. Ça va créer d'innovation parce que les déchets, avec l'innovation, ça rime très bien et ça peut donner beaucoup d'applications pour transformer ça. Et ça va réduire la dépendance du Maroc à l'achat des matières premières étrangères industrielles. Ça va faire des économies de devises, mais surtout, ça va réduire aussi la dépendance dans nos usines et dans nos industries à ces matières premières au niveau international avec toutes les alliances au niveau politico et géostratégique mondial. Ça, c'est un point qui me paraît important et il faut absolument aussi changer les textes de loi parce qu'il y a des textes de loi qui ont 100 ans sur ces sujets. On est en 2024, il faut moderniser tous ces sujets. On est à la disposition des différents partenaires pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est un véritable potentiel qui doit être à la disposition du secteur privé et des entreprises industrielles, différents secteurs, pour qu'on puisse rentrer dans ce qu'on appelle une démarche d'économie circulaire. C'est-à-dire, on va de la matière première, on la transforme, on réutilise, on la recycle et on réutilise pour plusieurs applications. Et puis tous les avantages de coût, bien sûr, que ça engendre. Merci infiniment, c'est Mohamed Bachiri, pour ce cadre global qui parle forcément à Abed Chagar, avec toutes les particularités qu'implique, on le disait, le secteur de la chimie et de la parachimie. Vous évoquiez tout à l'heure le défi et le challenge de la ressource humaine avec ce travail en collaboration que vous avez développé au niveau de l'enseignement supérieur pour avoir des ressources qui sont qualifiées, qui sont opérationnelles dès le début. Il y avait 3 autres défis que vous deviez relever dans votre secteur. Quels sont-ils? Bien, j'ai envie de dire aussi pour la chimie, c'est que nous avons l'avantage, depuis plusieurs années, on est en plein développement. C'est un secteur qui ne pâtit pas des contraintes qui peuvent exister dans l'environnement marocain. C'est un secteur qui a investi chaque année plusieurs milliards de dirhams, y compris dans la période Covid. Pas seulement l'OCP qui reste quand même le premier investisseur, mais tous les secteurs industriels. C'est plusieurs filières, donc c'est la cosmétique, la peinture, le verre, la phytosanitaire, etc. Mais nous souffrons quand même de 2 freins qui nous empêchent de faire encore plus de développement pour plus de création de richesses et création naturellement de l'emploi. 2 freins majeurs que j'ai envie de rajouter. Le premier, c'est la réglementation. Ça a été dit à droite à gauche, mais je dirais que le poids du frein de la réglementation au sein de la chimie est quelque chose de très prononcé. Malheureusement, nous tournons toujours avec des dahir signés par l'IoT il y a plus d'1 siècle à l'époque du protectorat. Nous militons depuis plusieurs années pour que cette réglementation soit mise à jour, parce que dans le pays qui nous a colonisés,
Ça a été mis à jour parfois 20 fois, 30 fois. Et nous avons derrière des dates de 1914, 1918, 1924. Je pense qu'à un moment donné, il faut voir les choses en face. Il faut que les pouvoirs publics nous accompagnent, sachant qu'on a fait un gros travail au sein de la Fédération Chimie Parachimie. Nous avons, dans le cadre des écosystèmes, fait une grande étude de benchmark par rapport à l'augmentation, par rapport à d'autres pays comparables. Et nous avons fait des propositions, c'est une force de proposition, pour de nouvelles lois avec les textes d'application pour pouvoir les promulguer. Il faut juste, un peu, à un moment donné, le courage de prendre le dossier en main et de décider. Malheureusement, cette réglementation freine l'investissement. Deuxième frein qui se rajoute au premier, je dirais le troisième plutôt, c'est le foncier. On a toujours vu dans la chimie une activité qui est dangereuse et polluante. Grâce à l'innovation, la chimie aujourd'hui est quelque chose de, je dirais, de environment friendly, donc c'est quelque chose qui a su se transformer en intérieur déjà avant de transformer les autres industries. Il est temps aujourd'hui que chaque région, puisqu'on parle de régionalisation, dispose d'une zone industrielle dédiée à la chimie pour permettre à l'industrie de se développer, parce que ce n'est pas une industrie qui devrait se développer dans une région donnée, Casablanca ou le Jadida. Dans toute région, on doit avoir de la chimie parce que c'est la base pour le développement de toutes les autres industries. Sa dimension transversale, quoi. Tout à fait. Je finis sur ce propos. Merci infiniment, hyper instructif. Merci Siabed pour vos interventions très, très riches. On évoquait effectivement, là il y a ces challenges aussi qui soulèvent la question de la compétitivité. Vous l'évoquiez, Lamia Tiazi, pour le secteur pharmaceutique. Il y a une compétitivité internationale qui est très rude, ce qui pose la question effectivement des noyaux ou des poches de développement en termes d'innovation, notamment. Est-ce que le salut pourrait venir de l'innovation locale pour la partie micro et de la commande publique nationale pour la partie macro, pour ce qui concerne votre secteur? Oui, effectivement. Donc, vous parlez de commande publique. Donc, concrètement, c'est de la préférence nationale. Aujourd'hui, c'est un point important. Il y a eu une refonte de la loi sur les marchés publics qui a clairement vu que le Maroc devait supporter sa production locale. Malheureusement, le médicament n'en fait pas partie parce qu'il ne répond pas à des critères. Hein, c'est juste la manière dont c'est écrit. Donc, le médicament aujourd'hui ne peut pas faire partie de ça. Et malheureusement pour nous, c'est une bataille que nous avons depuis pas mal d'années parce que concrètement, pour être compétitif, il faut arriver à une économie d'échelle. Quand on a cette économie d'échelle, on va pouvoir exporter. Et cette économie d'échelle doit être ramenée d'abord par la commande de notre pays. Donc c'est un défi que nous nous lançons, que nous essayons d'expliquer. J'espère qu'on va y arriver et j'espère aujourd'hui qu'on nous entend et qu'on peut avancer sur ça. Maintenant, sur l'innovation, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que l'innovation, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet particulier qui est intéressant, qui est toutes ces nouvelles innovations avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, quand découvrir un médicament prend 20 ans et coûte je ne sais pas combien de milliards de dollars, aujourd'hui il y a beaucoup de traitements et surtout de diagnostics qui se font sur la base de technologies interruptives comme l'intelligence artificielle. Donc ces choses-là pour moi est une véritable manne pour le Maroc parce qu'on sait que le Maroc regorge d'expertise dans l'ingénierie, dans l'informatique. Et franchement, j'ai vu ces dernières années pas mal d'initiatives pour mettre en place des startups, etc. Mais je crois que c'est un peu dispersé. Et quand je vois dans d'autres pays qu'il y a des vrais incubateurs qui sont mis en place et qui sont supervisés par les pouvoirs publics pour vraiment mettre en avant ce genre d'innovation, on aimerait bien aussi qu'il y ait quelque chose, un écosystème beaucoup plus ramassé autour de ce genre d'innovation et qui peuvent vraiment montrer le Maroc. Moi, j'ai le cas concrètement d'une société, d'une start-up dans laquelle mon entreprise, donc Sotema, a investi et qui est faite par un Marocain qui réside en France, mais qui a pu mettre toute la technologie au Maroc. En fait, c'est un test de diagnostic de l'endométriose, donc c'est une maladie qui concerne donc les femmes. C'est un test qui va à partir de la recherche dans l'ARN de la salive, donc c'est très technologique. Donc ils prennent le RNA messager de la salive et ils comparent ça à des milliards
d'ARN dans le monde grâce à l'intelligence artificielle et ils arrivent à détecter l'endométriose à 99%. Tout ça pour vous dire que c'est basé sur de l'intelligence artificielle et sur un test maintenant que tout le monde connaît, c'est les tests PCR. Hein, donc je crois qu'avec le Covid, tout le monde s'y connaît aujourd'hui et c'est un test PCR qui peut déclarer, donc qui peut analyser ces tests. Donc aujourd'hui, et cette ingénierie-là est au Maroc. Donc pour vous dire que maintenant, l'incubation a été faite en France. Et donc, cette personne-là a ramené cette technologie au Maroc, il l'a fait. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. Et donc, s'il y a un appel, c'est un appel à regrouper ces incubateurs pour pouvoir pousser vers cette innovation-là. Merci. Un dernier point quand même, je tiens à remercier quand même nos autorités parce qu'ils nous ont aidés. Aujourd'hui, comme ce qui a été fait dans l'aéronautique, nous aussi, nous allons avoir un institut de formation pour les métiers de l'industrie pharmaceutique, chose qui va beaucoup aider hein, parce qu'on va le gérer directement, comme ce que vous avez fait, et on va vous appeler pour nous aider. Mais c'est vrai parce qu'on n'en avait pas, et aujourd'hui, c'est très important pour pouvoir supporter les métiers d'avenir. En tout cas, on aura vu aujourd'hui qu'il y a de vraies passerelles entre l'aéronautique et le pharmaceutique, on essaye, qu'on ignorait, mais qu'on découvre ce soir à travers vous, cet après-midi à travers vous, Lamia Tazine. Tout dernier mot pour conclure, s'il vous plaît. Vous vouliez rajouter un point ? Non, c'était aussi tout ce qui a été mis pour l'innovation quand même. On dit qu'on est déçu, mais il y a quand même Ttoir qui est là, qu'on va signer aujourd'hui. Et franchement, je salue ces initiatives parce qu'au moins, ils nous mettent les pieds à l'étrier. Au moins, ils poussent les gens à réfléchir sur cette innovation et à aller un peu plus loin. Voilà, merci. Voilà, c'est dit. Je vais à l'aéronautique tout de suite. À la vitesse du son et de la lumière. Saïd Ben Hajjou, vous évoquez effectivement les avancées qui ont été réalisées, mais il y a des plafonds de verre. Comment on brise ces plafonds de verre ? Un, sur l'intégration, c'était combien ? 42%, c'est ça le chiffre que vous donniez. Et deux, sur l'innovation et l'orientation même du contenu des formations à travers la leçon que vous ont donné les élèves de l'Institut des métiers de l'aéronautique. Je suis surpris quand même que Sewadir, tu ne te souviennes pas qu'il y ait des ponts entre le pharmaceutique et l'aéronautique. Pendant le Covid, le secteur aéronautique a largement contribué pour le respirateur. Je suis comme beaucoup de personnes dans cette salle, la période Covid, j'essaie de l'oublier. Donc c'est pour ça que je m'en souvenais plus. Très bien. Et la machine de masque, en effet, avec c'est Mohamed Bachiri, en effet. Donc, concernant ce plafond de verre, pour ne pas vous prendre de temps et vous laisser aller manger. Aujourd'hui, en fait, si on prend, je vais le faire à travers un exemple, si on prend Boeing ou Airbus, par exemple, si on pense que c'est lui le fabricant de l'avion, en fait, on se trompe. C'est un assembleur qui certifie un avion et qui le met à disposition des airlines. En réalité, derrière lui, c'est une armée de start-up. Pas être surpris, vraiment des startups. Des fois, on trouve des entreprises ou des systèmes volants faits par des startups de 10 personnes, 3 personnes. C'est des PME, des TPE. Et aujourd'hui, pour briser ce plafond de verre, je pense qu'on doit investir dans l'ingénierie, dans la R&D, dans la confiance qu'on met dans nos jeunes et dans leur capacité à développer des systèmes innovants. Et j'aime bien la question sur la commande publique, parce que c'est une des réponses. Aujourd'hui, de toute façon, les pays ne vont pas nous faire de cadeaux. Tous les producteurs d'aéronautique ne vont pas nous faire de cadeaux, ils ne vont pas nous attendre. Le Maroc, c'est génial ce que vous avez fait ces 15 dernières années. Vous avez su faire 42%. Maintenant, allez, on va vous donner des moteurs à faire, vous allez les concevoir et on va vous donner des trains d'atterrissage et ça va aller. Non, c'est-à-dire qu'on va devoir aller arracher ça. Et pour l'arracher, ça va démarrer chez nous. Chez nous, ça va démarrer par la commande publique. Donc, il y a des leviers qui sont la défense, par exemple, tout ce qui est autour des drones, autour des armes et un certain nombre de choses qui doivent se faire. Il y a des choses qui se font, mais on doit l'accélérer. Autour de l'aéroportuaire, il se passe pas mal de choses. Et en plus, on a une chance, c'est que de la même manière que le secteur aéronautique a cette excellente perception au Maroc, mais en fait, elle va au-delà de nos frontières, puisqu'elle est aussi en Afrique. Et si en plus on fait confiance à nos voisins,
africains ou régionaux, nous avons un marché énorme dans lequel on peut aller avoir un terrain de jeu qui va nous permettre rapidement de nous retrouver avec beaucoup de valeur ajoutée, avec des produits. Mais pour cela, il faut qu'on donne une grosse impulsion venant d'abord de nos pouvoirs publics, utiliser les leviers, par exemple celui de Royal Air Maroc aujourd'hui, qui va se doter de près de 200 avions. Donc ça, c'est un levier extraordinaire sur lequel on doit jouer pour tout ce qui est offset et pousser les constructeurs à transférer beaucoup plus de valeur ajoutée au Maroc. Merci Saïd Ben Hajjou. Avant de conclure, peut-être un mot, si Mohamed Bachiri, vous vouliez intervenir tout à l'heure, vraiment quelques mots, et ensuite je me tournerai tellement il y a de choses à dire. vers Yahya Alaoui. J'ai oublié un point qui me paraît important, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble avec les ministères concernés pour voir comment on peut systématiser, sinon lier les subventions que donne l'État à des entreprises privées à une feuille, en contrepartie à une feuille d'intégration locale par rapport au secteur d'activité de la société concernée. Ça me paraît hyper important. Pourquoi? Ça va obliger ces entreprises à réfléchir, à acheter du Maroc des biens dont ils ont besoin pour fabriquer leurs propres produits. Et c'est comme ça qu'on va développer le tissu des PME PMI marocains au Maroc. Et aller vers cette intégration verticale que vous évoquiez tout à l'heure à très juste titre. Asman Yahyaoui, c'est à vous que revient la lourde tâche de conclure ce panel qui aura été très riche en enseignements et très complémentaire. On l'a vu au niveau des différents secteurs d'activité. On a évoqué tout à l'heure avec vous le travail d'innovation que vous développiez, soit à travers des projets qui vous étaient confiés, notamment par l'OCP, soit à travers des pistes que vous mettiez en œuvre et tout ce que ça implique aussi en termes de ressources, que ce soit techniques ou humains. Comment est-ce que vous arrimez tout ce travail hyper pointu que vous déployez au tissu industriel, qu'il soit local, régional ou national? Alors on intervient effectivement à travers plusieurs moyens, plusieurs leviers. Le premier, c'est un peu à l'image de l'exemple sur l'approvisionnement de Royal Air Maroc en avion. On est sur des projets qui ont une taille critique. Typiquement, quand on parle de 3 millions de tonnes d'ammoniac vert, c'est parmi les plus grands projets dans le monde en termes de production d'hydrogène vert, d'ammoniac vert. 5 gigawatts de production de solaire éolien, ça fait partie aussi des plus grands programmes dans le monde. Plusieurs centaines de mégawattheures ou de gigawattheures de batteries. Aussi, on est sur des projets qui ont vraiment une taille critique qui permet de faire un amorçage pour le développement d'un écosystème local. Donc il faut profiter de cette fenêtre de tir pour faire profiter l'écosystème local, construire les industries localement plutôt que simplement se sourcer à l'étranger en one shot et quelque part ne pas faire bénéficier le pays et l'écosystème local. Ça permet de créer un appel d'air d'une certaine manière, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'off-take. On a une taille critique qui permet de justifier pour un industriel qui doit faire un investissement avec des capex importants, de justifier, de dérisquer, pour reprendre le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, dérisquer son projet et pouvoir franchir le pas et lancer l'investissement. Voilà. Alors simplement, nous on est très regardant aussi dans les partenaires avec qui on travaille de toujours ne pas considérer les projets Innovex ou OCP comme quelque part le seul off-taker. Il ne faut pas être dans ce schéma-là. On représente une taille critique, certes, mais avec tous les projets, avec tous les partenaires avec qui on travaille, on est sur un effet d'amorçage qui est complété aussi par d'autres clients, soit localement. Au Maroc, il y a plein de projets, typiquement dans les énergies renouvelables, qui vont venir aussi, et par les marchés internationaux. Voilà. Donc il faut servir vraiment d'amorçage pour ces programmes-là. Deuxièmement, on intervient aussi, on a un deuxième levier avec lequel on joue, c'est le levier de l'investissement. C'est que plutôt que de simplement attendre que les partenaires fassent ces investissements, s'ils ont besoin qu'on co-développe avec eux, on est capable de le faire. Ça permet de partager le risque, ça permet aussi d'avoir un apport en termes de financement. Donc ça, c'est des schémas qu'on est en train de déployer avec plusieurs partenaires en bipartite, en tripartite, dans lequel on développe des projets industriels qui, à la base, ne sont pas propres à nos projets, mais qui sont nécessaires à la réalisation de nos projets en tant qu'équipementier, d'OIM, de sous-traitants ou autres, mais dans lesquels les partenaires ont besoin soit de dérisquer par la commande, soit de dérisquer par l'investissement.
Donc ça, c'est la manière dont on travaille aujourd'hui. On travaille beaucoup avec d'autres groupes marocains, notamment dans le cadre du développement de la circularité. Il y a beaucoup de problèmes. On parlait tout à l'heure du problème des byproducts, des wastes de certaines industries qui peuvent être au contraire des intrants pour d'autres, mais parfois l'investissement qu'il faut faire pour passer de là à là, si ça doit être fait uniquement par l'un des partenaires, ce n'est pas intéressant. Alors que si les deux s'y mettent, prennent le risque ensemble et prennent l'investissement ensemble, ça se fait. On est beaucoup aussi dans cette logique-là. On a plusieurs projets qu'on est en train de développer, notamment dans la chimie, dans ce domaine-là. Après, on a d'autres leviers sur lesquels on joue, qu'on va appeler des enablers. C'est des outils qu'on a développés au niveau d'Innovex, pas uniquement pour nos besoins à nous, mais qui sont au service de l'écosystème. Vous avez parlé tout à l'heure de ParkX, qui est le dernier né de Innovex. Donc, c'est une filiale qui vient d'être créée récemment, pour laquelle il y a eu la signature des deux conventions tout à l'heure pour le développement de deux parcs industriels, l'un à Ben Guerir, l'autre à Jof. Voilà, il y a d'autres projets qui sont également en projet, qui vont venir, notamment sur Mzinda, qui est une région pas loin de Youssoufia, et pas loin de Ben Guerir d'ailleurs, qui va également voir émerger le grand projet OCP en termes de mining et de chimie, sur laquelle il y aura également des parcs industriels qui vont être développés là-bas, et puis on aura également dans d'autres régions du Maroc. Cet outil ParkX, il a pour vocation d'aménager, de développer et de mettre à disposition du foncier industriel à des prix intéressants, compétitifs, mais surtout dans une logique de collaboration, de synergie, de circularité, d'utilisation de green energy et de recyclage des wastes, et notamment les eaux usées, tout ce qui est les effluents, etc. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on a développé pas uniquement pour les besoins d'Innovex, mais pour le besoin aussi des partenaires d'Innovex en termes d'écosystème qui peuvent venir s'installer avec nous dans ces parcs industriels pour travailler en proximité. C'est un bon exemple effectivement d'arrimage au tissu industriel, de création même de ce tissu industriel et de sa montée en gamme et en valeur. Merci infiniment, Sia Alaoui. Vraiment, avant de conclure, un tout dernier mot à Sia Abd. Rapidement, pour faire une proposition similaire à ce qu'a fait Sebachiri, pour encourager le développement industriel aussi, on pourrait exiger, quand on passe une commande publique à une société étrangère, un minimum de taux d'intégration au Maroc, Bien par sûr. exemple. Et une dernière proposition, la même chose, quand on permet des IDME, c'est-à-dire investissement direct marocain à l'étranger, parce qu'on fait sortir des devises qu'on a du mal à collecter, exiger aussi un minimum de taux d'intégration pour des entreprises marocaines. Voilà, c'est aussi ça la vocation des Journées nationales de l'industrie, deuxième du genre, c'est de faire des propositions très concrètes. Merci infiniment. Abed Chaga, je rappelle, vous êtes président de la Fédération de la chimie et parachimie. On les applaudit très fort. Nos panélistes, Si Saïd Ben Hajjo, vice-président général du groupement des industries marocaines de l'aéronautique et du spatial. Madame Lamia Tiazi, vice-présidente de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. C'est Atman Liaïlaoui, vice-président Ecosystem and Business Development à Innovix. Ça a été hyper instructif. On peut continuer à les applaudir. C'est Mohamed Amin Sabibi, directeur général par intérim du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. C'est Mohamed Bachiri, président du groupe Maroc Industrie. On vous remercie infiniment, madame, messieurs. Je vous invite à regagner vos places. Restez encore avec nous juste avant le déjeuner. Vous savez, même quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va procéder à des signatures de convention. Vous allez voir, hyper instructives. Et ça va nous permettre de concrétiser, je vous en prie, messieurs, vous pouvez retourner dans le public, de concrétiser ce qu'on vient de voir là en termes d'intégration locale. Les conventions, tout de suite, qui vont être signées.